Bonjour, donc dans cette deuxième partie des rats, nous allons répondre à la question comment est-ce que ces reins permettent de récupérer de l'eau tout au long du trajet au niveau des néphrons et notamment de récupérer quand même 90% de l'eau qui se trouve dans l'urine primaire pour ressortir avec un volume d'urine définitive beaucoup plus faible. Pour 100 millilitres d'urine primaire produite, on a au final 10 millilitres seulement d'urine définitive qui ressort. Donc ça nous fait bien 90% d'eau qui est récupérée. Et pour un organisme terrestre, c'est quand même extrêmement important de ne pas perdre l'eau n'importe comment, et on voit que les reins participent à cet effort. Donc nous avions évoqué pour expliquer cela le phénomène de l'osmose. Alors au niveau de ce phénomène de l'osmose, nous avons ici un compartiment numéro 1 avec un soluté ici très peu représenté, donc très peu concentré, et un compartiment numéro 2 avec par contre ici un soluté qui est très représenté. Ce soluté, on avait dit qu'il ne pouvait pas traverser une membrane qui séparait les deux compartiments. Cette membrane qui sépare les deux compartiments, par contre, laisse passer l'eau. Donc ce soluté que j'ai représenté en rouge, on avait dit que c'était une substance qui était osmotiquement active. Pourquoi osmotiquement active? Parce qu'elle entraîne le déplacement de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Pour éviter que cette eau ne se déplace, si on exerce une pression à la surface de notre tube ici, on n'aura effectivement pas ce mouvement d'eau. Cette pression s'appelle la pression osmotique. Alors pourquoi vous avoir expliqué l'osmose dans le cadre de la course sur le rein? Parce que vous allez voir qu'au niveau des néphrons, on a absolument besoin de comprendre ces mouvements d'eau pour comprendre cette réabsorption d'eau entre le début du néphron et la fin du néphron. Alors il faut qu'on revienne sur l'organisation de nos néphrons. L'organisation de nos néphrons, donc on a ici le glomérule au niveau duquel on va avoir la filtration du sang et donc la formation d'urine primitive, donc très peu concentrée avec beaucoup d'eau. Cette urine passera par le tube contourné proximal, puis l'anse de Henle, puis le tube contourné distal. Le néphron se jettera comme les autres néphrons dans des tubes collecteurs. Voici un tube collecteur qui est représenté. Et donc, je vous ai représenté en blanc le mouvement de l'urine et les flèches rouges et bleues représentent le mouvement du sang. Pour comprendre le mouvement d'eau, il va falloir qu'on se pose une question, c'est quelle est la concentration d'urine dans chaque endroit du néphron. On s'aperçoit qu'au départ, elle est à 300 mmol par litre. En bas de l'anse de Henle à 1200 mmol par litre. Donc ça nous dit quoi? Qu'on a une concentration de l'urine. Ça veut donc dire que ici, on a forcément une sortie d'eau. Donc on a de l'eau qui va sortir dans la branche descendante de l'anse de Henle, sortir de l'urine vers le sang. De la même manière, on observe la même problématique entre ici le tube contourné distal et puis notre tube collecteur. On a forcément aussi une sortie d'eau du tube collecteur, de l'urine qui se trouve dans le tube collecteur, vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le sang. Donc on a déjà ici nos deux endroits où notre eau va pouvoir être récupérée par notre organisme. On va pouvoir récupérer 90% de notre eau. Maintenant, il y a un petit souci, c'est que dans la zone située ici, il ne faut surtout pas que l'eau ne puisse revenir au final dans l'urine, puisque l'idée c'est de garder cette eau. Donc on va réfléchir à ce problème tout à l'heure. Nous, pour l'instant, on retient quoi? On retient que, au vu de la concentration dans les milieux, on a une sortie d'eau au niveau de la branche descendante du tube de Henle et une sortie d'eau au niveau du tube collecteur. Pour ce qui est de notre problématique de la branche montante de l'anse de Henle, la branche ascendante, c'est-à-dire celle-ci, vous voyez que je ne l'ai pas entourée avec les mêmes traits. Les traits bleus, en fait, que je représentais ici et ici, représentent des zones qui sont perméables à l'eau. Donc les zones où on a dit tout à l'heure qu'on avait des sorties d'eau. La zone par contre
montante de la branche de Henle, ici, en fait, c'est une zone où ça n'est pas de l'eau qui va sortir, euh, qui va permettre de rediluer cette urine, mais en fait, ça va être une sortie de sodium. Donc du sodium et qui va être au final récupéré par l'organisme. Et ça, c'est pas inintéressant non plus de récupérer du sodium. Donc on se retrouve avec ici deux phénomènes pour permettre de reconcentrer notre urine tout le long du néphron. Le phénomène d'abord de sortie d'eau et le phénomène ensuite de sortie de sodium. Donc au bilan, dans cette partie-ci, c'est une sortie de sodium qui permet de déconcentrer le milieu. Et puis, dans ces parties ici, c'est de l'eau qui va permettre de concentrer le milieu. Ce sont ces mouvements. Et on voit bien qu'on a donc des mouvements de sodium et des mouvements d'eau qui vont être à l'origine de cette concentration de l'urine. Et on est capable de récupérer, on l'a dit tout à l'heure, 90% de l'eau qui avait pourtant initialement, qui était passée initialement du sang vers notre urine primaire. Donc ça, c'est déjà un élément de gagné. Deuxième élément, comment est-ce que, au final, nos reins vont être capables d'être régulés, puisque parfois, il y a sans doute besoin de réguler le système. On va s'intéresser à une régulation qui sera la régulation hormonale. Donc il faut qu'on revienne sur le principe des hormones. Le principe des hormones, on l'a vu par ailleurs, vous avez une variation d'un paramètre qui est perçue par une glande endocrine. Cette glande endocrine libère une hormone, par définition dans le sang. Cette hormone va venir agir sur des cellules cibles qui possèdent des récepteurs spécifiques. Ces cellules cibles vont engendrer une réponse, et cette réponse, en général, pas tout le temps, ça dépend des hormones, mais en général, va engendrer une limitation de l'évolution du paramètre initial. C'est-à-dire que si ça a tendance à monter, eh bien, l'organisme va réagir pour essayer de limiter la montée, voire de faire baisser, et inversement. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative. Et on va en voir deux ici au niveau des reins. La première de ces boucles de régulation négative eh bien, fait appel à une hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique. La diurèse étant la formation de l'urine. Donc ici, on a une hormone qui va limiter la formation de l'urine. Alors quand est-ce qu'on a besoin de limiter la formation d'urine? Quand le volume de sang baisse. Et quand le volume de sang baisse, sa concentration augmente, puisqu'il y a moins d'eau. Et sa pression diminue. Ça, c'est perçu au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus. Cet hypothalamus va réagir de deux manières. D'abord, le réflexe de la soif, pour apporter de l'eau. Ensuite, la libération d'une molécule, d'une hormone, donc libérée dans le sang, qu'on appelle l'ADH, l'antidiurétique hormone. Que fait cet ADH? Cette ADH, elle va agir à deux niveaux. Au niveau des tubes contournés. Elle va en augmenter la perméabilité à l'eau, ce qui va permettre de réabsorber de l'eau. Et donc, si vous vous souvenez du début, c'est une boucle de régulation négative. Puisque, effectivement, qu'est-ce qui avait enclenché le tout? Une baisse du volume de sang, c'est-à-dire une augmentation de sa concentration et une baisse de sa pression. Donc, mécanisme de la soif engendré et libération d'ADH. Action sur les deux tubes contournés, réabsorption de l'eau, donc je limite le facteur initial. C'est bien une boucle de rétroaction négative. Deuxième exemple intéressant dans ce cadre-là, c'est le système rénine-angiotensine. Ce système rénine-angiotensine est un petit peu plus compliqué. On va revenir au niveau de notre glomérule et on va observer une zone dans notre glomérule qui est assez importante. Cette zone-ci, cette zone, c'est ce qu'on appelle la macula densa. Cette macula densa, eh bien, elle va être très sensible à certains paramètres sanguins. Vous voyez que cette macula densa, elle est coincée entre le glomérule et le tube contourné distal.
qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vous ai dit, la macula densa est sensible au débit et à la pression. Lorsqu'il y a une baisse de débit et une baisse de pression, la macula densa va le percevoir. Elle va engendrer deux choses. D'abord une vasodilatation de la région, ce qui permettra d'apporter au final plus de sang, et puis une libération de rénine. Que fait cette rénine? Cette rénine, elle agit sur une molécule, l'angiotensinogène, qui a été libérée par le foie, et elle va couper cette molécule. Bon, elle ne va pas faire ça toute seule, il y a aussi une molécule libérée au niveau des poumons qui va l'aider à couper l'angiotensinogène. On obtient donc une nouvelle molécule qu'on appelle l'angiotensine, qui va agir sur un nouvel organe. C'est déjà le quatrième organe mis en jeu. Les reins, le foie, les poumons, et maintenant les glandes surrénales. Les glandes surrénales, activées par l'angiotensine, va libérer l'aldostérone. On se retrouve au final avec deux phénomènes, la vasodilatation dont on a parlé tout à l'heure, et l'aldostérone. Et on va voir que les deux vont aller dans le même sens. La vasodilatation, on a dit, augmente la filtration. Et on va voir que l'aldostérone aussi, puisqu'en fait l'aldostérone agit sur le tube contourné distal et le tube collecteur, en faisant quoi? En réabsorbant du sodium. Or, si je réabsorbe du sodium, du fait des mécanismes que l'on a vus d'échange d'eau, on voit que le sodium va attirer au final l'eau. Donc si j'ai une réabsorption de sodium, l'eau va suivre et donc je vais avoir une réabsorption d'eau par le système de l'osmose. Donc ça va enclencher une augmentation de pression et donc une augmentation de la filtration. J'ai à nouveau une boucle de rétroaction négative. Mais oui, souvenez-vous, qu'est-ce qui avait enclenché cette histoire de rénine, angiotensine? C'était une baisse de débit, une baisse de pression. Et là, à la fin, j'ai une augmentation de pression et de filtration. J'ai donc bien un rétrocontrôle négatif. Voilà pour les reins. Alors, les points clés, on a vu qu'on avait des reins qui étaient capables d'éliminer des substances qui intervenaient sur le pH. D'accord? Donc en fait, nos reins, en éliminant ces substances, vont permettre de maintenir l'équilibre acido-basique et donc de maintenir le pH de l'organisme à des niveaux acceptables et puis fonctionnels. On a vu aussi que les reins allaient libérer, éliminer le NH3 sous plusieurs formes, NH3, NH4+, ou urée, ou les purines, en fonction de l'évolution des espèces, en fonction du milieu dans lequel on va avoir plutôt tel ou tel élément qui permettra d'éliminer l'azote. Nous, on est plutôt, on élimine du NH3, NH4+, mais on élimine aussi surtout beaucoup d'urée. Et puis plein d'autres toxiques, y compris des toxiques pharmaceutiques, des médicaments. Mais je pense aussi par exemple au contrôle antidopage qui permettent de révéler un certain nombre de tricheries, puisqu'on trouve dans l'urine effectivement un certain nombre de produits dopants ou de dérivés de produits dopants. L'élimination des toxiques se fait d'abord par filtration. On rajoutera à ça la réabsorption et puis la sécrétion. La capacité qu'ont les reins à reconcentrer l'urine se fait par l'osmose, et puis la fonction rénale est régulée par des hormones. Et ces hormones répondent au mécanisme de boucle de rétroaction négative. Si mon paramètre monte, alors ces boucles le font baisser, et si elles baissent, alors ces boucles le font monter. À très bientôt sur une autre thématique.